Bonsoir, Stellantis vient de naître et pourtant, déjà, les chiffres des 3 premiers mois d'existence sont prometteurs. L'éventail du groupe est gigantesque, il s'étend jusqu'outre-Atlantique avec les activités du groupe Chrysler. Mais en Europe, Stellantis est déjà numéro 1 avec au premier trimestre plus de 850 000 véhicules immatriculés, 23,6% de part de marché et un chiffre d'affaires net de 37 milliards d'euros. C'est en progression de 14% par rapport à l'année 2020. Stellantis, c'est 48 usines en Europe, 12 marques plus 2 marques de mobilité. Et celui qui incarne Stellantis en Europe, c'est son directeur général Europe et Eurasie. Bonsoir, Maxime Picat. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Face à la presse. Vous n'êtes pas un inconnu puisque vous êtes un bébé Peugeot, une longue carrière chez Peugeot, chez PSA. Certains disent qu'avant même l'arrivée de Carlos Tavares, vous avez déjà fait énormément pour le groupe et le futur est encore plein d'aventures pour vous. Pour vous interroger ce soir, avec moi, Jean-Éric Raoul de l'Autojournal et de Sport Auto. Christophe Bourreau d'RTL. Bonsoir. Et Patrick Roger qui vous pose la première question. Oui, alors Stellantis est armé en marque, en modèle. Dans le contexte actuel, face à la crise en fait, du Covid, quelles sont les marques et les modèles qui s'en tirent le mieux sur ce marché aujourd'hui? L'impact du Covid a beaucoup freiné le passage des clients dans nos showrooms, dans nos concessions. Et donc, on a plutôt vu une baisse des ventes aux particuliers. Et donc, parfois, plus sur des plus petites voitures que la moyenne. Mais dans l'ensemble, on a vu un impact qui a été assez large et il n'y a pas une marque particulière qui s'en est sortie ou l'autre. Il n'y en a pas quelques-unes qui peuvent en profiter, puis d'autres qui, au contraire, s'essoufflent là avec... Non, je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, toutes les marques qui bénéficient d'un réseau qui est bien en place, toutes celles qui ont aussi une forte part de leur vente aux flottes, aux entreprises B2B, s'en sont mieux sortis parce que cette activité-là, qui est beaucoup en renouvellement, beaucoup en location longue durée, a quand même mieux traversé la crise et donc effectivement ces marques-là ont mieux tenu. Dans l'actualité, il y a évidemment ce qu'on appelle les semi-conducteurs, on va dire les puces électroniques. Vous avez annoncé ce matin 119 000 voitures en moins pour le groupe. L'impact est quand même énorme. D'ailleurs, il touche tous les constructeurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que vous avez surtout une visibilité sur cette pénurie des semi-conducteurs? Donc ça va continuer, en particulier au deuxième trimestre. Nous n'avons pas de visibilité. Là où on espère, c'est de se dire qu'au deuxième semestre de cette année, ce sujet-là sera quand même fortement atténué. Mais sa particularité est le manque de visibilité. C'est-à-dire quand vous dites pas de visibilité, c'est-à-dire que vous ne savez pas au jour le jour ce qui va vous arriver pour le lendemain, combien vous allez avoir de pièces, si c'est disponible, c'est vraiment ça. L'horizon de visibilité, c'est à la semaine, puisque la chaîne logistique mondiale de ces semi-conducteurs, que ce soit entre les producteurs qui font les puces elles-mêmes et tous ceux qui les mettent après dans différentes pièces et à la fin, ça termine sur un véhicule, toute cette chaîne est asséchée, que ce soit dans l'automobile ou dans tous les autres secteurs d'activité. Et donc, c'est devenu complètement imprévisible. On n'est pas dans quelque chose qui est timé, où on est en train de passer des flux régulièrement, des volumes stables. C'est en permanence, en urgence, en essayant au maximum de réduire les flux. Et donc, ça fait des choses totalement imprévisibles. Ce qui nécessite pour un constructeur comme nous d'être en mode agilité permanente et d'être capable de réagir le mieux possible. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. On s'était échauffé malheureusement pendant le Covid, on est toujours chaud. Donc l'agilité au quotidien, c'est vraiment notre marque de fabrique. Et vous avez l'air parfaitement serein sur le sujet. Quand vous dites agilité, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire un appareil industriel où non seulement nous avons nos usines que vous avez citées et les fournisseurs derrière, la capacité de changer les programmes, de décider qu'on va passer d'un moteur dans une usine à un autre, de faire plus d'un modèle dans une usine, moins à une autre. Malheureusement, parfois d'arrêter une usine pendant quelques jours, de la redémarrer. Sans dénaturer les produits? Sans dénaturer les produits, en étant en permanence en train de toujours fabriquer des véhicules pour lesquels il y a des clients derrière et en réussissant à faire tourner notre système avec moins de stocks, que ce soit chez nos concessionnaires ou nos stocks, et d'être capable de continuer à tourner avec des stocks plus bas. Donc l'agilité, c'est on apprend à fonctionner dans un autre référentiel. Jean-Éric. Cette histoire de semi-conducteurs, c'est quand même, si on prend du recul, un crash industriel majeur tel qu'on n'en a pas vu dans l'automobile depuis des dizaines d'années. Quelque part, est-ce que ça ne remet pas en cause aujourd'hui la chaîne des fournisseurs, le fonctionnement complètement éclaté en temps direct de la chaîne de production automobile? Et est-ce que du coup,
en urgence, vous n'êtes pas en train de réfléchir à un plan B pour éviter ça à l'avenir? Parce que être obligé, se priver de centaines de milliers de véhicules de manière complètement indépendante de sa volonté et de la volonté du client, c'est quand même une catastrophe industrielle de grande ampleur. Oui, c'est juste. L'ampleur est colossale, vous connaissez les chiffres, vous les avez cités. Mais n'oublions pas, cette crise des composants est une conséquence directe de la crise du Covid, qui elle-même a entraîné des choses incroyables. Notre pays à l'arrêt, le marché automobile a disparu en avril de l'année dernière. Et donc, oui, il y a des effets, des conséquences et des répliques de tremblements de terre, si je peux prendre l'image, qui arrivent, comme cette crise des composants. Mais si nous dimensionnions l'ensemble de notre tissu industriel, chaîne logistique, réseau de fournisseurs, pour nous préparer à tout, y compris à des crashs majeurs, ça serait au prix de surcoûts ou de surdimensionnement que l'industrie ne saurait pas se payer. Donc, à chaque fois, il faut le regarder au calme. Dans le feu de l'action, on a envie tout de suite de corriger. On a envie de devenir fabricant de puces, sauf qu'on n'en a pas les compétences. Il va falloir des années pour que ça vienne. Alors, bien sûr, les politiques font leur travail en remettant ce sujet sur la table, en parlant de souveraineté européenne et nationale. Très bien. Mais on sait très bien que le lead time des décisions nous emmène forcément très loin. Et donc, n'oublions pas, le phénomène générateur est assez exceptionnel. Et on ne peut pas toujours s'adapter à ces phénomènes exceptionnels. Mais justement, est-ce que ce n'est pas quelque part un révélateur? Cette crise, oui, c'est lié à la crise du Covid parce qu'il y a eu des emballements, des choses différentes. Mais malgré tout, ça a mis le doigt sur un phénomène qui est une faiblesse, une fragilité de tout le système. Je pense que la vraie fragilité n'est pas liée au fait qu'on avait un fonctionnement d'une chaîne d'approvisionnement tendue. Ça, encore une fois, on l'a tellement fait, on le fait tellement encore, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. C'est le fait qu'on a de plus en plus d'électronique dans un véhicule et qu'encore une fois, ces fabricants de puces, 10% de leur production est dédiée à l'automobile. Et ça, on n'a pas l'habitude. Nous, on a l'habitude d'avoir une chaîne où tous nos fournisseurs sont automobiles d'abord. Alors, ils font autre chose. Et donc, il n'y a pas d'accident industriel de ce type-là. Là, c'est compliqué. En plus, en même moment, il y avait le confinement. Beaucoup de gens ont acheté des produits de consumer électroniques, des tablettes, etc. Et donc, ont acheté plus de puces. Et donc, le truc a été complètement déséquilibré. Le système était déséquilibré. Donc, la prise de conscience, c'est plutôt l'automobile. Ça n'est plus qu'un moteur 4 roues et du garnissage. Il y a d'autres industries qui sont rentrées dedans. Ah, on ne peut plus les gérer pareil. Donc oui, il y a une leçon de fond qu'on tirera de cette affaire, mais qui n'est pas, à mon avis, sur la question de la chaîne logistique. Justement, sur la production, Stellantis, je le disais, c'est 48 usines en Europe. Est-ce qu'il n'y en a pas trop? La question, c'est de les rendre efficaces. C'est le seul sujet. En avoir trop, aujourd'hui, elles tournent. Alors, il y en a qui sont en 4 équipes, en pleine production maximale. Il y en a qui sont un peu moins chargées. Donc, on sait, avec des plateformes communes, avec les produits que nous avons lancés, on sait équilibrer l'ensemble de notre système de production et réussir à conserver nos usines. Parfois, on les compacte un peu, on les rend plus petites, plus efficaces. Plus petites, ça veut dire moins de monde. Plus petites, ça peut vouloir dire moins de monde si elles sont plus efficaces. Donc ça veut dire qu'on fait de la productivité. Il y a des usines où il y a moins de monde demain qu'il y en aura aujourd'hui, mais on les conserve. Et c'est ça qui me paraît important, c'est qu'on conserve ces usines en Europe, et on en a un certain nombre, et qu'encore une fois, on réussisse à les rendre performantes. Et quand il y a moins de monde, qu'est-ce qu'on fait du monde qui est en trop? Aujourd'hui, on a un certain nombre d'intérimaires dans nos usines, et le nombre des intérimaires baisse. Au moment du Covid, c'est arrivé, et donc c'est la variable d'ajustement que nous utilisons. Parce que ce qui me paraît essentiel, ne l'oublions pas, nos usines, on veut absolument qu'on les conserve parce que leur compétitivité montre qu'on est capable de produire. On n'est pas du tout défaitistes, on s'est battu pour que toutes nos usines, en France en particulier, puissent être conservées au prix de plans d'investissement et de modifications absolument incroyables. Dernière en date, c'est Sochaux, dans lequel on fait des travaux absolument extraordinaires, et on donne une chance à l'usine, qui certes a un coût du travail plus élevé, parce que le coût du travail en France est plus élevé, mais qui arrive par sa compétitivité, par la qualité du travail des équipes et le fait qu'elle est plus proche de nos marchés, donc les coûts logistiques sont un peu plus faibles, on arrive à lui donner sa chance, à la conserver et à relancer la future génération de 3000 dans la même usine, etc. Donc c'est possible. Patrick Roger. Est-ce que ça passe par un renforcement aussi alors de ces fameuses plateformes communes qui ont été mises en place et de se dire oui, il faut qu'on aille davantage justement vers ce regroupement pour éviter qu'il y ait trop de casse sociale et puis qu'on soit toujours présent au plus près des marchés? Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut faire. Oui, il faut des plateformes communes parce que les plateformes communes nous amènent à faire des véhicules qui sont moins chers et donc dans la même usine, aussi efficace soit-elle, tout à coup le véhicule qui sort arrive à un niveau de coût de production qui est plus faible et donc on donne encore une fois un maximum de chances à l'usine d'avoir une chance de pérenniser l'activité. Donc ça, il faut absolument le faire, mais ça ne suffit pas forcément. Derrière, il faut qu'on soit absolument capable de mettre
tout notre meilleur système de production, et ça on y travaille, on a la chance de bénéficier de l'expérience de deux groupes, qui sont deux groupes à succès. On est en train absolument de regarder toutes les meilleures manières de fonctionner et de les appliquer dans l'ensemble de nos usines. Donc il y a énormément de moyens d'améliorer l'efficacité de nos usines et donc de garantir leur pérennité. Oui, et donc d'être concurrentiel, compétitif. Et donc concurrentiel. Ouais. Vous parliez de lieux de production, de sites de production. Alors la question a été posée s'il n'y avait pas des sites en trop. Mais est-ce qu'il n'y a pas des marques en trop finalement? On fait un peu l'avocat du diable. Vous avez beaucoup de marques. Il y en a certaines qui peuvent être concurrentes. Comment vous allez faire votre choix et comment vous allez décider quelle est la marque que vous allez mettre en avant? Et peut-être est-ce qu'il y a des marques qui vont disparaître ou renaître? Quelle est votre vision par rapport à ça aujourd'hui? En général, les marques ont une durée de vie plus longue que les groupes auxquels elles appartiennent. La preuve, le groupe Peugeot SA, PSA, le groupe FCA, maintenant Stellantis, on ne sait pas de quoi demain. Donc déjà, constatons ensemble que les marques, et heureusement, elles ont la plus grande pérennité. La force de Stellantis, c'est notre capacité à donner une boîte à outils à ces marques, qui sont nos plateformes, nos organes, nos moteurs, et nos capacités de développer des modèles avec un bon niveau de compétitivité, ce qui fait que même si au final vous relancez une marque, ou vous lancez une marque avec des volumes modestes, vous êtes capable immédiatement de faire des véhicules qui sont rentables. Et ça, on sait le faire. On le prouve tous les jours avec DS. Et donc demain, aucun problème. On refera des nouvelles Lancia. Elles sont super. Ah, vous parlez elles de sont Lancia. Rentables. Je donne un exemple. Oui. Pourquoi celui-ci? Je pense que c'est la plus petite en matière de pays d'implantation, nombre de modèles. Elle a un véhicule vendu en Italie. Christophe le regardait en faisant un coupable sans le citer, en disant voilà, un seul pays, un modèle, vous n'y Pas arrivez que pas. Christophe. La bonne nouvelle, aussi. c'est qu'on sait très bien relancer un nouveau modèle qui n'aura pas les volumes les plus importants d'Europe. Mais encore une fois, nous, on a le savoir-faire de les rendre rentables. Et à partir de ce moment-là, où à chaque fois que vous vendez une Lancia ou une DS, ou encore une fois ces modèles ou ces marques à plus petit volume, elles sont rentables, vous n'avez que du développement devant vous. C'est que le temps que les gens apprécient, comprennent, disent « Ah oui, ça a changé, c'est différent, pourquoi pas ?» Et il reste, pour reprendre une partie de la question, à les rendre bien complémentaires. Et là, encore une fois, je le rappelle, Stellantis n'a pas augmenté le risque de cannibalisation. Stellantis le diminue parce que ces marques étaient déjà en concurrence. Mais là, elles sont en concurrence sous le même management. Et donc, nous, on fait en sorte, et vous le voyez très bien avec Peugeot et Citroën depuis quelques années, on fait en sorte que même quand vous avez deux marques qui sont de même nationalité, et plutôt, par exemple, toutes les deux généralistes, de bien les positionner très différemment, des produits très différents, une image de marque différente, on sait faire et on va le faire sur l'ensemble des marques de Stellantis. Alors, Lancia, la perche a été tendue, c'est magnifique. On est tous très ravis, des amateurs automobiles, on est tous ravis de voir que Lancia ne va pas mourir tout de suite. C'était aujourd'hui un modèle, effectivement, mais ce seul modèle se vendait plus que la marque Alfa Romeo, qui avait pourtant des plateformes plus récentes. Enfin bref, on en reparlera un tout petit peu après. Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec cette marque Lancia? Parce que le plus simple, c'est quand même de fermer la porte et d'éteindre la lumière. Une fois que voilà, l'Epsilon est fini, on oublie. Pourquoi aller finalement mettre de l'argent dans cette marque, alors que vous ne manquez pas de marque, pour faire quelque chose qu'on peut imaginer comme étant le DS italien? Ou est-ce que vous avez d'autres projets avec Lancia que d'en faire un DS italien, quelque part? Parce qu'on le doit à cette marque. Vous connaissez mieux que moi l'histoire de cette marque. Et je pourrais parler d'Alfa et je pourrais parler de toutes les autres. Tout ce qu'elle a amené, transporté, tout ce qu'elle portait comme valeur, bien sûr les succès, bien sûr les rallyes, mais aussi ce que ça représentait. Et oui, pour la clientèle italienne d'abord, c'est quelque chose de fantastique. On n'a pas le droit de ne pas essayer. Ce n'est pas nous. On va essayer et on va réussir. Parce qu'encore une fois, on le sait, la marque DS, je tiens à insister, au-delà du fait que c'est, à part les marques 100% électriques, la meilleure en CO2 de toutes les marques en Europe, juste, c'est pas une danseuse, c'est pas une marque, on perd beaucoup d'argent, on ne le dit pas trop et on est tout content, on vous montre des belles voitures. Une marque est très rentable. Donc on connaît cette équation-là. Et encore une fois, la rentabilité n'est pas qu'une fin en soi. Ça veut dire que dès que vous lancez un modèle, elle génère suffisamment de marge pour être capable de tout de suite réinvestir sur le modèle suivant. Et donc de faire cette stratégie de marque sur le long terme qui permet progressivement aux marques de grandir. Donc je vous dis, sur DS, ça marche. On va le faire fonctionner sur Lancia, on va le faire fonctionner sur Alfa. On sait le faire. Et pourquoi, je vous le dis, c'est parce qu'on leur doit ça à ces marques. Alors sur Alfa, justement, parce qu'on n'a qu'à embrayer, si j'ose dire. Sur Alfa, alors Lancia, c'est la marque de luxe, c'est ça. Fiat, c'est la marque
populaire et Alpha, c'est la marque sportive? Alors, c'est une marque premium aussi, hein, Alpha, hein, soyons clairs. N'empêche pas. Et je le ferai infiniment moins bien que Jean-Philippe Imparato, donc il vous l'expliquera, mais oui, le caractère de sportivité est là. Bah, c'est vous qui êtes là, donc mais on va pas demander à Jean-Philippe Imparato. C'est une marque, vous passeriez un excellent moment, n'hésitez pas. C'est une marque fantastique, c'est une marque qui a une notoriété mondiale qui est incroyable. Donc, en fait, c'est ce qu'on est en train de faire. On passe énormément de temps avec les équipes de design, avec les équipes de produits, les équipes de marketing, à bien recomprendre ce qu'est Alpha, ce qu'est Lancia. On a effectivement, sur ces marques-là, à se dire, bon, attention, en Italie, il ne faut pas qu'on se marche sur les pieds. OK, mais encore une fois, le positionnement différencié des marques, c'est quelque chose qu'on sait faire et on va le faire de manière extrêmement efficace dans les années à venir. Oui, alors donc, si on vous suit, il va y avoir une adaptation en fait de certaines marques qui vont être dédiées à certains segments de véhicules, c'est ça, certains aussi segments peut-être de marché. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à terme aussi vous vous retrouvez avec trop de niches, c'est-à-dire des petites marques pour des petits marchés, etc., et que finalement ce ne soit plus rentable, même si aujourd'hui vous dites oui, on va sauver Lancia et puis on va conserver d'autres marques? Non, je pense qu'encore une fois, on sait le faire. Et je vous parle de faits, c'est même pas aujourd'hui, mes rêves. le monde automobile est en train d'évoluer, en train de changer. On ne vend plus de voitures comme on en vendait auparavant. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque là? Non, parce que justement, alors, toutes les évolutions que vous évoquez, à mon avis, donnent toutes leurs chances à des marques qui, à un moment, étaient petites de devenir grandes. Il y a plein d'exemples autour de nous en ce moment de marques qui se créent et qui se développent, et qui ne se développent pas toujours selon les canons classiques automobiles. Alors, regardez Tesla, vente directe, 100% électrifié. Donc, on est dans un monde mouvant, où la capacité pour une marque de trouver son chemin ne répond plus aux mêmes critères que par le passé. Et donc, le nombre de chances d'y arriver augmente, d'autant plus si vous êtes dans un groupe automobile qui a plein de possibilités, plein de... Donc c'est l'inverse, finalement, il faut s'adapter en fait de plus en plus avec des niches et en fonction des marchés, etc. et être très souple. Il n'y a pas de, honnêtement, il n'y a pas de réalité, de vérité unique. On ne fait pas jouer le même rôle à un Peugeot qui est numéro 2 en Europe, présent sur tous les segments, à une marque premium, à une marque généraliste plus petite. Et encore, on se parle d'Europe, plusieurs de ces marques sont mondiales, donc leur capacité à couvrir les différentes régions du monde va changer. Le point de départ, soyons clairs, c'est qu'on ne va pas commencer à jouer, à dire voilà, il y a 160 pays dans le monde, il y a 14 marques, quand est-ce que je mets toutes les marques dans tous les pays? Non. Pour l'instant, on utilise les points forts de Stellantis pour renforcer les marques où elles sont fortes. Les très bonnes plateformes, anciennement de PSA, pour développer les futurs Fiat, utiliser la puissance de ex-FCA en Amérique latine pour aider Peugeot qui est déjà bien implanté. Et donc, on va déjà développer les marques là où elles ont une force et une notoriété. Et après, on pourra encore croiser au travers le monde, mais ça sera dans un deuxième temps. Pardon, Christophe. Vous avez évoqué Tesla, on parlait d'électrification. Alors, expliquez-moi quelque chose, Maxime Picasse, s'il vous plaît. Il y a quelque temps, il y a très peu de temps, Carlos Tavares disait alors l'électrique, il faut vraiment s'en méfier, vraiment attention, attention. Et d'un seul coup, virage à 180 degrés, vous annoncez que l'électrique, ça sera l'alpha et l'oméga du groupe, que vous allez aller plein pot, si je puis, pardonnez l'expression, aller sur l'électrique. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup, plaf, on s'est dit allez, tout sur l'électrique, c'est quoi? Pourtant, PSA n'était pas vraiment dans cette philosophie-là. Qu'est-ce qui a fait qu'en très peu de temps, ça a changé? Mon avis, c'est que le problème, c'est que vous essayez de mettre Carlos Tavares dans une case. Est-ce qu'il est blanc ou noir, pour ou contre? Là, il vous dit juste deux choses totalement cohérentes. Il vous dit, les politiques ont décidé non seulement de faire leur travail, qui est de fixer des objectifs de CO2 ambitieux, heureusement, le réchauffement climatique, il est là, il faut qu'on s'en occupe collectivement. Mais en plus, de choisir la réponse technologique pour y arriver. Donc il dit, attention, les politiques ont été au-delà de simplement fixer les objectifs, ils ont dit le chemin, c'est l'électrique. Et toutes les normes qui arrivent et tous les objectifs poussent tout le système vers l'électrique. Et donc on le fait. On est légaliste, on est là pour respecter les lois, les règles, et donc la direction de l'électrique, elle est donnée, on y va à fond. On y va de manière volontariste, on fera des voitures fantastiques, et on va même jusqu'à faire la production des batteries sur notre territoire national, donc on est à fond dans cette direction. Mais il a le droit quand même en parallèle de rappeler qu'un véhicule zéro émission n'est pas réellement zéro émission, parce qu'il faut regarder l'ensemble du cycle, comme on dit, du puits à la roue, et de ne pas oublier qu'un véhicule électrique, ça consomme du CO2 à sa fabrication, et qu'il faut s'intéresser où est produite l'énergie, quel est le type d'énergie qui va être utilisé par le véhicule électrique. Il faut entendre les deux en même temps. Donc oui, on y va à fond. En même temps, façon Tavares. Si vous voulez. Je vous laisse faire mais
c'est important, c'est notre rôle d'alerter en disant attention, monodirection, tuer le véhicule thermique, 100% électrique, c'est un choix qui va au-delà de ce que le politique devrait faire, qui est juste de fixer les objectifs. Mais maintenant que c'est écrit, que c'est fixé, que c'est la volonté, nous on y va et on ne. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un décalage entre le discours politique et la réalité dans les concessions? Parce qu'une voiture électrique, ça coûte quand même très cher. Je ne pense pas que les prix vont diminuer d'une façon excessive. Ça dépend du volume. Ça dépend du volume, certainement, mais il y a des problèmes d'autonomie, des problèmes de recyclage, il y a plein de problèmes qui se posent. Les gens se posent des questions et surtout, vous n'avez pas le sentiment finalement que, alors c'est pas de votre responsabilité, c'est plus des politiques de se dire que les automobilistes sont un peu, pardonnez-moi l'expression, cocufiés en disant on les a poussés à acheter du diesel et aujourd'hui on leur dit attendez c'est terminé, il faut prendre de l'électrique. Donc il y a une espèce de cassure qui se fait d'une façon assez brutale. Comment vous vous situez par rapport à ça? Quel est le discours que vous allez avoir par rapport à vos clients? Parce que vous vendez encore beaucoup de thermiques sur l'ensemble des marques du groupe. Comment vous allez réussir cette transition? Pour ne pas se perdre dans ce chaos, parce que par moment c'est le chaos. Quand tous les jours vous avez une nouvelle ville qui dit « Ah ben non, moi finalement en 2030 il n'y aura plus de moteur thermique » ou 2025, un peu cette course que l'on voit au quotidien. Et puis la surenchère des normes et des New Green Deal de l'Europe, etc. Donc ça va très vite. On sent que c'est assez pesant pour vous. Hein. Ah, c'est très pesant. Non, mais il vaut mieux le dire. La révolution numéro 1. Vous savez, et je reviendrai à votre point, on se dit tout le temps, les disruptions qui touchent l'automobile, il y en a une qui est réelle, immédiate et violente, c'est l'électrification. Le reste, ça vient, c'est progressif, tout. Ça, c'est extrêmement impactant. Et pourquoi c'est impactant? Parce que ça peut impacter la vie des citoyens. Et donc nous, ce que l'on ne perd pas de vue dans ce chaos, c'est le fait qu'on doit amener des solutions de mobilité sûres, propres, mais abordables. Parce qu'on pourrait se recroqueviller derrière nos marques premium, moins de volume, fermer quelques usines, faire des marges élevées, et du coup passer l'électrification en disant « Ok, ça marche ». Mais nous, chez Stellantis, on ne veut pas que la mobilité, ça devienne un produit de luxe. Parce que honnêtement, et c'est autant les managers qu'un peu les citoyens qui vous parlent, hein, et moi personnellement, je pense que la liberté de mobilité, c'est quelque chose que l'on doit garder. Et je fais partie de ceux qui pensent que ce n'est pas incompatible de la prise en compte de la réalité écologique et de l'évolution climatique. Mais le diesel, par exemple, c'est mort et enterré. Oui, mais excellente formule de Carlos Tavares. Il a gagné la victoire scientifique, mais il a perdu la victoire médiatique. Le diesel, ça reste, et vous le voyez bien, et nos concitoyens sont perdus avec ça. Tous les jours, on tape sur le diesel, et c'est celui qui a les moins de taxes, parce que c'est le meilleur en CO2. Donc, allez expliquer ça aux gens. Bon, mais bon, ça, c'est trop tard. Donc, pour le moment, ce qui nous importe, c'est que nos véhicules électriques soient abordables. On le fait, mais aujourd'hui, on le fait aussi parce qu'ils sont subventionnés, ces véhicules électriques. On le sait. Donc nous, on se projette et on travaille. Comment on fait en sorte que demain, le véhicule électrique, quand ça représentera 70% des ventes, les États d'Europe ne pourront pas le faire. Maxime et donc Piccard, nous, on fait en sorte de diminuer les coûts actuellement et dans le futur de nos véhicules électriques pour que cette mobilité reste accessible au plus grand nombre. Expliquez-moi pourquoi les voitures électriques sont si chères. Il faut 20 personnes pour faire un véhicule thermique, il en faut 7 pour faire un véhicule électrique. Donc déjà, la main-d'œuvre n'est pas la même. Qu'est-ce qu'il y a, à part les composants, qu'est-ce qu'il y a de si cher? La grosse différence, c'est la batterie. La grosse différence, c'est la batterie. Le reste du véhicule, c'est un véhicule qui a un moteur thermique en moins, un moteur électrique en plus, et surtout une batterie. Et donc là, comment travailler et comment faire en sorte que cette réduction de coûts arrive et potentiellement la réduction du travail demandé par véhicule, comment aller à l'inverse de ça? Par une intégration verticale de la chaîne de traction électrique extrêmement volontariste. Et c'est quelque chose qu'on a décidé. Les racines de ça date quand Carlos Tavares est arrivé, au moment où le groupe était encore un petit peu fatigué et en difficulté financière. S'en souvient. Mais on y allait de manière résolue. Et donc on a commencé en décidant de faire nos moteurs. On est en train de les développer avec un motoriste électrique mondial, Nidec, et on va les produire en France. La même chose sur nos boîtes de vitesse électrifiées avec Punch Powertrain, toujours en France. Et puis le gros investissement qu'on a décidé, qui est de faire avec Total une joint venture pour faire des batteries, et là encore un investissement en France. Et donc par cette intégration verticale, on aura une meilleure maîtrise des coûts, et donc on pourra rendre ces véhicules toujours abordables pour nos clients finaux, et on gardera de l'activité en France, alors qu'actuellement, ces batteries, ces moteurs et ces boîtes de vitesse sont toutes produites en Asie. Jean-Éric Raoult.
Vous dites abordable, vous dites accessible. Je suis désolé, par rapport au prix médian d'achat d'une voiture neuve en France qui doit être autour de 24 000 €, le prix médian d'une voiture électrique en France, c'est quoi 35, hors incentive, c'est quoi 35, 38? On est quand même très au-dessus. Ouais. Et encore, on est en France, donc un des pays avec un revenu les plus élevés d'Europe, on va dire. Or là, on parle de l'intégralité de l'Europe. C'est quoi en République tchèque? C'est quoi en Pologne? C'est quoi en Hongrie? C'est voilà. Enfin, là, le niveau de vie n'est pas du tout le même. Or, le coût de la voiture électrique, genre 35 000 pour avoir la chance peut-être de faire 350 km, c'est juste pas possible pour un client final en Hongrie. C'est très juste. Et c'est pour ça que quand on parle avec les politiques, le sujet qu'on met sur la table premier, c'est le temps. On dit qu'il faut laisser du temps à ça. Et ce n'est pas une manœuvre détournée pour dire on essaye de faire en sorte de le repousser au calendrier grec. On a compris. Je lis les études de GIEC, je sais très bien ce qui est en train de se passer, il faut qu'on s'en occupe. L'automobile, toutes les industries, tout le monde doit s'en occuper. Mais le temps parfois, nous, pour nous adapter technologiquement, parce que c'est des révolutions incroyables qui sont en train d'arriver dans un horizon de temps, dans la décennie qui vient. C'est une vitesse folle. Mais aussi pour que derrière, les sauts technologiques, les sauts économiques, pour qu'on réussisse à faire que cette technologie soit plus abordable et qu'au final, on n'ait pas de rupture dans la capacité d'achat. Mais vous pouvez compter sur nous, Stellantis, on a montré que sur le contrôle de nos coûts, on était très fort. Et on va le mettre au service des véhicules électriques demain, parce qu'on ne perd pas ça de vue, on veut que les véhicules soient électrifiés soient abordables. Malheureusement, la jonction avec le véhicule thermique aura lieu, parce qu'à coup de malus, à coup de surcoût technologique des nouvelles normes, c'est peut-être pas le véhicule qui sera moins cher, électrique qui sera moins cher, c'est le véhicule thermique qui le sera plus, et à un moment donné, tout ça va se croiser. Ouais. Patrick Roger. On a souvent une vision franco-française. Vous avez une vision beaucoup plus internationale, mais surtout européenne. Où en est-on d'ailleurs dans les autres pays européens par rapport justement à cet achat, ce que l'on disait, aux possibilités d'accéder donc aux véhicules électriques et puis des plans de bornage, parce que c'est un gros sujet pour la France, mais j'imagine que c'est la même chose au niveau européen. La question est la même. Vous avez effectivement, aujourd'hui, si on fait la photo aujourd'hui, une très grande hétérogénéité avec, par exemple, un pays comme la France pèse le même poids du marché européen total et du marché européen des véhicules électrifiés. Donc le développement, on va dire, il est équilibré. Au-dessus, vous allez trouver la Norvège tout en haut, extrêmement électrifiée, mais vous allez trouver l'Allemagne. Au même niveau que la France, vous allez trouver l'Angleterre, et puis un peu plus en retard, vous allez trouver l'Italie et l'Espagne. Donc c'est assez différent. La plupart des pays majeurs ont une politique de développement, alors plus ou moins développée, plus ou moins orientée incentive, promotion, soutien, plus ou moins orientée développement du réseau. Tout le monde est en train de se bouger. Et après, ça ne va pas à la même vitesse parce que les pouvoirs d'achat ne sont pas les mêmes. Mais on voit vraiment la situation évoluer partout et l'élan, il est vraiment européen. La Norvège est un cas intéressant parce qu'on y apprend énormément. Quand vous avez ce niveau de véhicules électriques, et eux, ils ont carrément annoncé la fin du thermique à horizon 2025, donc c'est les premiers, on voit vraiment comment la nécessité de développer un réseau de recharge, où est-ce qu'il faut le mettre. Donc, on apprend aussi des pays qui sont le plus en avance. Il y a moins d'habitants, il y a moins de densité, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. On ne peut pas tout à fait comparer la Norvège avec d'autres pays. Mais c'est un gros défi pour vous, pour l'ensemble en fait du réseau que vous avez aujourd'hui. Bien sûr. D'être capable de s'adapter, vous ne pouvez plus avoir finalement une politique globale, quoi, puisqu'il faut s'adapter aussi à chaque pays, à l'évolution dans les années qui viennent, quoi, non ? Exactement. Et ça fait partie des éléments où je pense que l'Europe a du bon, parce qu'il y a quand même une convergence, un alignement. Parfois, ce n'est pas le même rythme, mais la direction est la même. Il n'y a rien de pire que quand les gouvernements respectifs rajoutent des couches locales de choses un peu spécifiques, parce que ça rend la vie compliquée. Mais là, encore une fois, je pense que l'Europe joue bien son rôle et qu'on arrive... Moi, j'ai un terrain de jeu dans lequel j'arrive à fonctionner sans avoir à développer des véhicules très différents, etc. On a quand même un alignement. Mais les vitesses ne sont pas les mêmes, on en tient compte. C'est ça notre métier, de nous adapter à chacun des marchés sur lesquels on opère. Et pendant ce temps-là, vous avez la concurrence chinoise qui arrive avec des voitures électriques. On a vu la marque Airways arriver il n'y a pas très longtemps en France. Comment est-ce qu'on observe ça d'une manière un peu sereine, en se disant qu'on fera des voitures plus qualitatives, de manière un peu moins sereine, en se disant que finalement, ce que font les Chinois, c'est aussi qualitatif et qu'il faut qu'on soit concurrentiel? Quel est votre point de vue là-dessus? Si on regarde un peu dans les rétroviseurs, on a eu des arrivées de modèles chinois, des départs, des arrivées, des départs. Donc la vie a déjà montré un certain nombre d'échecs. À un moment, ça va marcher. Il n'y a pas de raison.
Surtout qu'ils ont les batteries. Si vous allez un jour à nouveau dans un salon automobile chinois, vous verrez les progrès qui ont été faits sont assez considérables. Et puis le marché chinois est de plus en plus ouvert à acheter chinois. Donc effectivement, il y a des marques chinoises qui progressent. Maintenant, celles qui rentrent, ce ne sont pas les grands constructeurs chinois, ou pas la majorité des cas. C'est souvent des gens qui surfent sur l'initiative électrique. Et ça, c'est caractéristique de la Chine. La Chine est un pays qui essaye de rattraper son retard en sautant des générations. Et donc un pays qui n'a pas de pétrole, la Chine, et qui est en retard dans l'automobile, qu'est-ce que vous faites? À fond sur l'électrique. Et donc c'est un pays qui, depuis des années et des années, investit massivement sur l'électrique en disant je ne ferai jamais des moteurs thermiques plus performants que les Européens ou les Américains. Par contre, si je mets l'investissement sur les véhicules électriques, j'y arriverai peut-être. Et ils le font avec les batteries. Ils commencent à faire donc des marques dédiées en essayant un peu de copier Tesla. Donc ça bouge. Bah, c'est intéressant, ça stimule et ça va permettre de développer. Est-ce que ça va être facile? Non, on le sait bien. Mais un de ces jours, il y en a peut-être un qui va percer, on verra. Nous, en tout cas, ça stimule notre compétitivité, comme toujours. Alors, dans l'autre sens, on a l'impression que le marché chinois, il est de plus en plus compliqué pour les constructeurs non chinois, y compris pour des gens qui sont implantés là depuis longtemps. Or, vous avez en portefeuille des marques qui visaient le marché chinois, que ce soit les marques françaises, Peugeot, DS en particulier, ou même Citroën, mais aussi chez ex-FCA, Maserati, Alfa Romeo, avaient quand même des grosses ambitions sur la Chine. Comment on revient, alors je sais bien que vous êtes axé sur l'Europe, mais la vision au niveau groupe, c'est comment on arrive à revenir sur ce marché qui a l'air de se fermer, où la porte, c'est comme dans les saloons, elle s'ouvre que dans un sens. Non, c'est juste, c'est vraiment le marché le plus compliqué au monde, il n'y a aucun doute. Et aujourd'hui, on a deux groupes, anciennement PSA et anciennement FCA, qui n'ont pas réussi. Après, c'est plus ou moins un échec, plus ou moins un moyen, mais on n'a pas réussi. Pas les seuls. Et on n'a pas les mêmes partenaires sur place. Il y en a qui arrivent avec des marques françaises, l'autre avec des marques américaines, italiennes. Donc on a une diversité d'expériences. Et donc on est en train de mettre tout ça sur la table et d'essayer de comprendre les racines communes. Et d'avoir quelqu'un d'autre avec qui parler, qui encore une fois a un même résultat, mais un chemin différent, est extrêmement riche. Et donc on va se développer en Chine. On ne peut pas louper ce marché. C'est le plus grand marché du monde et ça le restera. Donc on est en train de retravailler une stratégie différente. Et donc pas de tabou, on remet tout à plat et on va y retourner avec volontarisme. Quels sont les modèles, selon vous, qui peuvent fonctionner en Chine? Est-ce que ça sera pensé pour le marché chinois et après ça arrivera en Europe? Finalement, est-ce qu'on ne va pas inverser un petit peu le paradigme? Parce que jusqu'à présent, on fabriquait en Europe et on exportait en Chine, ou alors on faisait les mêmes modèles en Chine. Est-ce que là, finalement, ça ne va pas être pensé depuis la Chine pour venir en Europe? Même si ce ne sont pas des constructeurs chinois, mais vous, par exemple, quand vous allez concevoir un véhicule, puisque vous faites des véhicules qui sont vendus dans le monde entier, est-ce que finalement, vous n'allez pas penser d'abord la Chine et ensuite ce véhicule viendrait en Europe? C'est le cas de la DS, par exemple, DS9, je crois on va penser à ça. Vous prenez l'exemple de la DS9, on va penser à ça quand on pense en segment de marché. Le segment D, donc le segment des grandes berlines, il est chinois et américain. Et il y a un peu en Europe, mais c'est tout petit. Donc quand on pense effectivement à lancer un nouveau véhicule, on peut le produire en Chine parce qu'il va être produit dans le marché principal. Et sur ces modèles-là, vous ne faites pas 2 sites de production dans le monde. Il n'y a pas assez de volume pour le produire à 2 endroits. Donc du coup, vous le produisez en Chine et vous alimentez le monde entier d'un seul endroit. Donc ça, c'est des choses effectivement qu'on est amené à faire. Parce que le marché est organisé comme ça. Après, est-ce que le modèle en lui-même, il est plus chinois parce que le marché... les canons du marché chinois ne sont pas incroyables, ne sont pas complètement exotiques. Il y a un besoin de taille. Bon, ça tombe bien, on parle de grands véhicules, donc c'est plus la segmentation. Parfois le raffinement des matériaux, mais là, si vous avez un écart de perception entre les Chinois et les Européens, vous savez faire des choses différentes. C'est complètement dans nos cordes. Donc, de plus en plus, nos équipes doivent nous ramener la bonne compréhension de ce qu'il faut qu'on fasse. On est capable de faire des véhicules encore mondiaux, même si le niveau d'adaptation reste limité. Ouais. Est-ce qu'on vise justement aussi ces marchés parce qu'on est un peu découragé par le marché français avec l'ensemble des taxations qui existent aujourd'hui pour les gros véhicules, notamment en France, et on a l'impression que les constructeurs se disent bon, de toute manière, en France, on ne veut plus de grosses voitures, c'est terminé parce qu'on les taxe énormément, et que vous-même, tout en étant français et international aussi bien sûr, mais vous dites bon, on tire un trait sur la France. Non, on ne tire pas un trait sur la France parce qu'on aime notre pays et parce que c'est un pays d'automobile, on est fiers d'y contribuer. Et donc, on va continuer à parler, on va continuer à offrir des produits extraordinaires. Oui, mais on a l'impression que ça ne fait plus partie des stratégies de vente. Finalement, la France, c'est devenu un marché quelconque, non? Absolument pas.
Absolument pas. C'est le marché numéro 1. C'est celui qu'on suit le plus. D'ailleurs, il y a une petite course en interne intéressante parce que la France et l'Italie, c'est vraiment quasiment au même niveau. Non, c'est le marché qui concentre l'essentiel de nos intérêts. C'est le marché avec lequel j'ai le plus d'interactions. L'Allemagne aussi, vous regardez aussi, non? On regarde tout. Mais aujourd'hui, factuellement, le marché qui est le plus important pour Stellantis en Europe, c'est la France. Maxime Picat, quelle voiture demain? On a tout d'un coup oublié un peu l'existence des voitures autonomes. On en a beaucoup parlé il y a 5-6 ans. Puis là, tout d'un coup, il a suffi de 2-3 accidents de voitures autonomes pour qu'on n'en parle plus. Est-ce que c'est quelque chose un sujet auquel vous pensez toujours? Oui, on y travaille, mais effectivement, ça fait longtemps qu'on explique que les derniers niveaux d'autonomisation, les véhicules niveau 5 qui se conduisent tout seuls, etc., est un saut technologique absolument incroyable et que donc ça ne nous paraissait pas être dans le bon horizon de temps. Mais bon, c'était à la mode, donc... mais si vous suivez bien les annonces de la concurrence, chacun décalait d'1 an, tous les ans, la date d'arrivée. C'est la raison pour laquelle je vous pose la question. Donc c'est la réalité, c'est que c'est scientifiquement extrêmement compliqué et que je pense que l'électrification a pris les devants, parce que l'Europe s'est mise à accélérer, et puis parce que les États-Unis vont se mettre à accélérer, et puis la Chine a accéléré. Donc l'électrification, on en a parlé longuement, c'est un tel enjeu de transformation, et ça consomme tellement les ressources des constructeurs qu'on ne sait pas courir non plus tous les lièvres en parallèle. Pour autant, on continue à développer nos solutions de véhicules semi-autonomes, les niveaux 3, donc on a des investissements là-dedans, on a d'ailleurs un partenariat aussi avec Waymo dans ce domaine-là. Donc c'est à l'ordre du jour. Mais ce n'est pas nous qui allons vous dire, ça y est, dans 3 ans, vous allez voir ce que vous allez voir, parce que ça sera long et technologiquement compliqué, mais passionnant. Mais c'est la révolution suivante. Jean-Éric. La vraie question, c'est est-ce que le client final, finalement, il est prêt à mettre 20% ou 30% en plus pour avoir accès à une autonomie de niveau 5 dans sa voiture? Est-ce que ça l'intéresse? Est-ce que finalement, cette course à la différenciation technologique d'il y a 5 ou 10 ans, on va dire, avec le triptyque qui était à l'époque électrification, connectivité, autonomie, là, effectivement, il y a eu la pression sur l'électrification, plus la crise, c'est OK, l'argent, on sait, on va le mettre. Mais en vrai, est-ce que ce n'était pas une lubie des constructeurs pour essayer de trouver un facteur différenciant, mais dont, en fait, le client final se fichait un peu? Alors, je pense que, bon, déjà, je partage l'ordre des choses. L'électrique, c'est maintenant. La connectivité, c'est maintenant. C'est après, ça va être important, ça va amener énormément. C'est un enjeu majeur. Le véhicule autonome, c'est après. C'est la dernière des disruptions qui arrivera réellement. J'ai souvent dit que c'est un sujet typique du marketing de la Silicon Valley. C'est un sujet qui est impulsé et vous êtes tous les jours, vous recevez des news, des informations sur ce sujet. Vous receviez. Donc, ce n'est pas un sujet européen? Non, c'est un sujet qui a vraiment été tiré par les États-Unis, tiré par Tesla, Waymo, le marketing de la Silicon Valley. Donc, vous pouvez faire justement le reproche de dire ça n'est pas tiré par le consommateur, mais il faut qu'on ait l'humilité de se dire qu'il y a beaucoup de choses que vous manipulez tous les jours, ne serait-ce qu'un téléphone. On n'aurait pas imaginé. Que vous n'auriez pas imaginé. Et donc, là-dedans, moi, je suis toujours un peu partagé en disant, oh là là, ça me paraît très techno comme sujet, tiré par la techno, mais en même temps, de temps en temps, la techno, elle fait des ruptures, elle trouve des nouveaux... Donc il faut rester avec de l'humilité. Du réalisme et de l'humilité, je le résumerai comme ça. D'autant que cette voiture autonome, elle sera sans doute plus en libre service qu'en voiture particulière. Et là-dessus, sur l'offre de mobilité, vous avez aussi, on l'a rappelé tout à l'heure en introduction, 2 marques de mobilité. Là-dessus, dans Stellantis, comment ça avance? Ça avance très bien parce que ça reste quelque chose qui est nourri par le temps. Ça vous plaise ou non, il y a des gens qui aujourd'hui veulent se déplacer. Ils ne veulent pas une Fiat ou une Peugeot, ils veulent se déplacer. Et donc le développement de nos offres de mobilité est juste là pour récupérer ses clients et leur dire ça tombe bien, on a des solutions. Mais ça veut dire que ces 2 marques, elles vont se noyer dans l'océan Stellantis ou au contraire, elles vont croître ou peut-être se dénombrer ou se multiplier parce que justement vous êtes plus nombreux? Non, elles vont croître, c'est sûr. Elles ont déjà un historique, des clients, des bases clientèles, donc on va les développer. Elles ne sont pas du tout positionnées exactement sur les mêmes segments de mobilité, donc elles ne sont pas du tout en compétition frontale, donc elles sont toutes les 2 intéressantes et on va clairement continuer à les développer. Et en faisant des choses intéressantes, avec aujourd'hui Free2Move, l'application, vous avez cette offre de solutions de mobilité avec une application très simple. Et derrière, plein de modèles pratiques, comme en particulier des modèles entre guillemets classique de covoiturage. La petite particularité de Free2Move, c'est qu'on sait le faire de manière rentable. Et donc là, il y a la patte un peu Stellantis où
Bon, le truc un peu nouveau où on perd beaucoup d'argent pour faire de la pub, c'est pas notre truc. Nous, on essaie de faire des choses qui marchent. Là, on fait des choses intéressantes. Est-ce que l'une des stratégies, c'est de, peut-être de ne plus vendre de voitures demain, entre guillemets, mais simplement de les louer? On sait qu'évidemment, face à des tarifs qui sont exorbitants quand on les annonce, si on annonce une location par mois qui revient moins cher, et est-ce que c'est la stratégie qu'il faut développer, que vous avez déjà mis en place, comme beaucoup d'autres marques, bien sûr? Oui, c'est quelque chose qui est extrêmement développé dans les entreprises, mais où de plus en plus les particuliers bien sûr. Tout à fait. Alors, que ça soit via une solution intermédiaire de LOA ou carrément une location longue durée, ça a vraiment le vent. Certainement en particulier parce que facialement, les loyers paraissent plus accessibles que les prix. Donc, on offre, on propose, ça se développe, ça croît en permanence et je ne vois pas ce qui arrêtera le développement de cette location longue durée. En tout cas, nous, on l'accompagne fortement avec nos propres marques de leasing, avec Leasys, avec Free2move Lease et ça fonctionne très bien. Et ça permet aussi de soutenir un marché de l'occasion aussi dans cette période de transition? Oui, qui se porte très bien d'ailleurs. Alors, parfois, il a des petits à-coups, mais dans l'ensemble... Ça fait partie de votre stratégie, ce marché de l'occasion? Complètement. Complètement. Enfin, quand vous êtes au cœur de l'industrie automobile. Vous savez très bien que le moteur de l'industrie automobile, c'est l'occasion. Et au passage, c'est certainement une des clés du succès de l'électrique demain. Le véhicule électrique est cher, ok. Véhicule d'occasion électrique sera moins cher. Et donc, vous allez réussir à alimenter le système et à faire en sorte que demain, en fait, au final, tout le monde pourra s'acheter un véhicule électrique, alors peut-être d'abord d'occasion et puis après un véhicule neuf. Donc, ça sera un élément important. Donc, c'est au cœur de notre stratégie. Changer les batteries, c'est le problème quand même, la durée de la batterie. Justement, je voulais rebondir sur le marché de l'occasion qui cartonne, alors que le marché du neuf est à la peine, à cause de la pandémie notamment. Ça veut dire que concrètement, quand vous dites que c'est un secteur qui nous intéresse, on voit que vous avez fait des investissements, Aramis Auto par exemple. Est-ce que ça veut dire que vous allez davantage vous investir sur le marché de l'occasion? Et comment vous allez davantage vous intégrer sur le marché de l'occasion? Parce qu'on a finalement l'impression que les grands constructeurs prennent le train en route. Vous l'avez longtemps laissé filer et finalement vous le reprenez aujourd'hui. Et quelle est votre stratégie par rapport aux véhicules d'occasion? Oui, alors je pense, on peut dire, nous, ça fait 8 ans qu'on est sérieusement dessus. Après, ça prend un peu de temps. On a atteint une étape assez importante qui était la décision de faire un label, une marque Spotica, qui unifie l'ensemble de nos véhicules d'occasion, de nos marques, alors anciennement PSA, mais on y travaille à l'identique pour FCA, pour nous permettre d'avoir une force de frappe en matière de communication et que tout l'ensemble de nos véhicules d'occasion dans nos réseaux de toutes nos marques soit derrière une bannière, avec un site internet, avec une bonne force de frappe. Donc ça, c'est quelque chose d'assez majeur qui va permettre à l'ensemble de nos concessionnaires de voir passer plein de clients et d'accélérer. Par exemple, une production comme Renault qui va faire des véhicules recyclés à flin, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous intéresse et vous dites, ah, finalement, c'est une bonne idée, on y va, et est-ce que ça, c'est l'avenir aussi? Ah oui, ça, enfin, nous, on a un fort développement sur l'économie circulaire et en particulier sur nos pièces, et c'est quelque chose qui fonctionne et sur lequel il y a de la demande, il y a de l'attente. Donc on est sorti du constructeur qui ne proposait que des pièces d'origine avec une offre de pièces, donc toujours d'origine, mais aussi les pièces aftermarket, et puis des grossistes, des marques spécialisées, et également maintenant les pièces d'économie circulaire. Et quand on va voir l'ensemble des acteurs de la réparation avec ce portefeuille de propositions, je peux vous dire qu'on est bien accueillis. Dernière question, Maxime Picat. Est-ce qu'avec cette... Je parlais d'Océan tout à l'heure, mais c'est un peu ça, 14 marques, Stellantis, est-ce que le péché ou le piège le plus grand, le fossé le plus abyssal que vous craignez, ça n'est pas l'exemple de Leyland, où on s'en souvient dans les années 70, une Morris ou une Austin ou une Triumph ou une MG ou une Rover était exactement la même voiture avec un badge différent? Il existe ce risque, mais rien qu'à l'échelle de PSA, on a déjà démontré qu'on savait faire. Vous prenez une DS7 Crossback, une 3008, une C5 Aircross, vous demandez à n'importe qui dans la rue, ils n'ont aucune idée du fait qu'il y a de la communauté à l'intérieur. Et ça fonctionne. Et donc, on sait que ça fonctionne. Et demain, on ne va pas faire 14 véhicules du segment C SUV, tous les uns, parce que nos marques, elles sont l'une plus premium, pas sur les mêmes segments, il y a les marques américaines. Donc ça va fonctionner. On connaît la recette, on va la faire fonctionner et ça va vraiment donner à Stellantis une excellente vous savez quoi? Ça va mieux en le disant. Merci beaucoup Maxime Picat d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci.